Je voulais seulement lui faire plaisir. Un voyage surprise. 2 enfants impatients. Une chambre d'hôtel à Lyon. Et derrière une porte entr'ouverte, une vérité que je n'aurais jamais dû voir. En quelques secondes, presque 20 ans de mariage se sont effondrés. Le plus cruel, ce n'était pas la trahison. C'était de devoir retourner vers mes enfants avec le sourire. Je m'appelle Laurent Moreau, j'ai 52 ans. Pendant longtemps, j'ai cru avoir une vie simple. Pas parfaite, mais solide. J'étais marié à Claire depuis presque 20 ans. Nous vivions à Nantes, dans une maison avec un petit jardin, une cuisine toujours trop pleine et un escalier qui grinçait à chaque passage. Nous avions 2 enfants, Hugo, 16 ans, grand, silencieux, souvent caché derrière ses écouteurs, et Manon, 11 ans, une petite tornade avec des yeux immenses, un rire facile, et cette façon de me regarder comme si j'étais encore capable de réparer le monde entier avec un tournevis et un chocolat chaud. Claire travaillait comme consultante pour un grand cabinet parisien. Elle voyageait beaucoup. Paris, Lille, Toulouse, Marseille. Et cette semaine-là, elle était à Lyon pour une mission importante. 7 jours loin de nous. C'était plus long que d'habitude. Elle disait que le client était exigeant, que les journées commençaient tôt, que les réunions finissaient tard. Je l'avais cru. Parce qu'on croit les gens qu'on aime. On ne vérifie pas chaque silence. On ne transforme pas chaque message sans réponse en preuve. On se dit simplement que la personne est fatiguée, occupée, sous pression. Le mercredi matin, tout a commencé comme une journée ordinaire. La cafetière faisait un bruit horrible. Hugo descendait l'escalier avec la tête encore pleine de sommeil. Manon était assise devant son bol de céréales, mais elle ne mangeait pas. Elle faisait tourner sa cuillère dans le lait, encore et encore. Puis elle a soupiré, un vrai soupir d'adulte. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a levé les yeux vers moi. Elle m'a dit que maman lui manquait. Pas juste un peu, vraiment. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Claire manquait aussi à la maison, même quand elle rentrait tard, même quand elle répondait à ses courriels pendant le dîner, même quand elle avait l'esprit ailleurs. Sa présence remplissait encore les pièces. Alors j'ai eu une idée simple, une idée tendre, une idée qui à ce moment-là m'a semblé magnifique. J'ai posé ma tasse, j'ai regardé Manon, et j'ai dit, et si on allait la voir? Manon a arrêté de bouger sa cuillère. Ses yeux se sont illuminés, comme si je venais de lui annoncer Noël en avance. Elle a demandé si c'était vrai. J'ai souri. J'ai dit que oui, que nous pouvions prendre le train, que nous pouvions arriver à Lyon le lendemain soir, que nous pouvions frapper à la porte de sa chambre d'hôtel, que Claire ouvrirait, et qu'elle nous trouverait là, tous les trois. Manon a crié de joie. Hugo, lui, a retiré un écouteur. C'était déjà un événement. Il m'a regardé avec cette méfiance tranquille des adolescents, puis il a dit que ce serait peut-être pas mal. Chez Hugo, cela voulait dire qu'il était content. À midi, j'avais posé un jour de congé. J'avais appelé le collège, j'avais trouvé 3 billets de train pour Lyon, j'avais réservé une chambre dans le même hôtel que Claire. Je connaissais le nom de l'établissement parce qu'elle me l'avait envoyé au début de la semaine. Un hôtel chic, près de la presqu'île. Son cabinet aimait montrer qu'il traitait bien ses consultants. Pendant tout l'après-midi, j'ai imaginé la scène. Claire ouvrant la porte, Claire surprise, Claire portant la main à sa bouche, Manon lui sautant au cou, Hugo faisant semblant de ne pas être ému, moi debout derrière eux, heureux d'avoir fait quelque chose de spontané, quelque chose de romantique, quelque chose que je n'avais pas fait depuis trop longtemps. J'ai essayé d'appeler Claire dans la matinée. Sa messagerie a répondu directement. Ce n'était pas si étrange, elle était souvent en réunion. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai écrit que les enfants pensaient à elle, que nous l'aimions, que nous avions hâte qu'elle rentre. Elle n'a pas répondu. L'après-midi, j'ai réessayé. Encore la messagerie. Le soir, pendant que je préparais les sacs, j'ai appelé une troisième fois. Toujours rien. Là, j'ai senti une petite inquiétude. Pas une peur, pas encore. Juste un nœud discret dans le ventre. Un de ces signaux qu'on préfère ignorer. Je me suis dit qu'elle devait être absorbée par son travail. Je me suis dit que Claire était ambitieuse, que son métier était dur, que le client lyonnais devait être important. Je me suis dit tout cela parce que la vérité, quand elle commence à frapper à la porte, ressemble souvent à une pensée qu'on refuse d'entendre. Ce soir-là, Manon est venue me voir dans le couloir avec son lapin en peluche dans les bras. Elle m'a demandé si maman allait pleurer en nous voyant. Je me suis accroupi devant elle, je lui dis que peut-être, que ce serait une belle surprise, la plus belle. Elle a souri, puis elle est allée se coucher.
Je suis resté seul quelques minutes dans le salon. La maison était silencieuse. J'ai regardé mon téléphone. Aucun appel, aucun message. J'aurais dû comprendre que ce silence n'était pas normal, mais je n'ai rien compris, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore un mari confiant, un père heureux, un homme qui croyait préparer un souvenir magnifique. Le lendemain, dans le train pour Lyon, Manon ne tenait pas en place. Elle voulait choisir les mots exacts qu'elle dirait à sa mère. Elle voulait lui raconter l'école, le dessin qu'elle avait terminé, la dispute avec sa meilleure amie, le dessert raté que nous avions tenté de faire sans elle. Hugo était près de la fenêtre. Il regardait défiler les champs, les gares, les petites maisons. Il avait ses écouteurs. Mais je voyais bien qu'il observait tout. Hugo ne parlait pas beaucoup. Il remarquait. C'était différent. J'ai appelé Claire avant le départ. Messagerie. J'ai appelé après Angers. Messagerie. J'ai envoyé un nouveau message. Je lui ai écrit que j'espérais que ces réunions se passaient bien, que nous pensions fort à elle. Le message a été distribué, mais il est resté sans réponse. Hugo a fini par retirer un écouteur. Il m'a demandé pourquoi je regardais mon téléphone toutes les 2 minutes. J'ai répondu que je vérifiais la réservation de l'hôtel. Il m'a fixé, longtemps. Puis il a remis son écouteur sans rien dire. Il n'était pas convaincu. Quand nous sommes arrivés à Lyon, il faisait déjà nuit. La gare était pleine. Des voyageurs pressés, des valises qui roulaient, des annonces qui résonnaient sous la verrière. Manon tenait ma main avec force. Hugo portait son sac sur une épaule. Nous avons pris un taxi jusqu'à l'hôtel. Les rues de Lyon brillaient sous les lumières. Les restaurants étaient pleins. Les terrasses riaient. La ville semblait vivante, chaude, presque joyeuse. Moi, je sentais mon ventre se contracter de plus en plus. L'hôtel était élégant. Trop élégant pour nous, peut-être. Du marbre clair, des fauteuils profonds, une odeur de parfum discret dans le hall. Manon a ouvert grand la bouche. Elle a murmuré que maman dormait dans un palais. J'ai souri pour elle. Puis je leur ai demandé de m'attendre sur un canapé. Je suis allé à la réception. Une jeune femme m'a accueilli avec un sourire professionnel. Je lui ai donné mon nom, je lui ai expliqué que j'avais une réservation. Puis j'ai demandé, aussi naturellement que possible, si mon épouse, Claire Moreau, séjournait bien dans l'hôtel. Ses doigts ont couru sur le clavier. Elle a hoché la tête. Elle m'a confirmé que madame Moreau était bien présente. J'ai senti un soulagement immédiat. Au moins, elle était là. J'ai demandé s'il était possible de l'appeler dans sa chambre. La réceptionniste a composé le numéro. Elle a attendu. Son sourire s'est figé. Personne ne répondait. J'ai demandé si elle pouvait réessayer. Elle l'a fait. Toujours rien. Puis elle a baissé les yeux vers l'écran. Un léger malaise est passé sur son visage. Très bref, mais je l'ai vu. Elle m'a remis les cartes de notre chambre. Elle m'a dit que nous étions au même étage que madame Moreau. Chambre 712 pour nous, chambre 721 pour elle. Puis, comme si elle regrettait déjà ces mots, elle a ajouté que la chambre de madame Moreau était enregistrée pour 2 personnes. Je suis resté immobile. 2 personnes. J'ai répété ces mots dans ma tête. Il ne voulait peut-être rien dire. Une collègue, une erreur administrative, une habitude de réservation, n'importe quoi. Il y avait toujours une explication. Il fallait qu'il y en ait une. J'ai ri doucement, un rire faux. J'ai dit que ce devait être une collègue. La réceptionniste n'a pas répondu. Elle a seulement détourné les yeux. Je suis retourné vers les enfants avec les cartes dans la main. Manon s'est levée d'un bond. Elle a demandé si on pouvait aller voir maman tout de suite. J'ai dit que nous allions d'abord déposer les sacs. Ma voix était calme, trop calme. Hugo l'a remarqué. Dans l'ascenseur, Manon chantonnait. Hugo me regardait à travers le reflet de la porte métallique. Moi, je fixais les numéros de l'étage qui montait. Quand nous sommes entrés dans notre chambre, Manon a couru jusqu'à la fenêtre. Hugo a posé son sac sur le lit. J'ai dit que j'allais vérifier si leur mère était disponible, que je revenais tout de suite. Je suis sorti seul dans le couloir. La moquette absorbait mes pas. Tout était feutré, presque irréel. Je me suis arrêté devant la chambre de Claire. 721. J'ai levé la main, j'ai frappé, une fois. Pas de réponse. J'ai frappé encore, plus fort. J'ai entendu un bruit à l'intérieur, puis un rire étouffé, un rire d'homme. Mon sang s'est glacé.
J'ai sorti mon téléphone, j'ai écrit à Claire. Je suis devant ta porte. Ouvre. Le silence a changé aussitôt. Ce n'était plus un silence vide, c'était un silence paniqué. Des pas, un murmure, un meuble déplacé. Puis la porte s'est ouverte lentement. Claire est apparue, en peignoir blanc, les cheveux défaits, les joues rouges, les yeux grands ouverts. Pendant une seconde, elle n'a pas parlé. Puis elle a refermé la porte derrière elle, presque entièrement, comme si elle pouvait cacher le monde avec 10 centimètres de bois. Elle a murmuré mon prénom, pas avec joie, pas avec surprise heureuse, avec peur. Laurent, qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai regardé, je n'ai pas reconnu ma femme, pas tout de suite. J'ai pensé à Manon dans la chambre voisine, à son lapin en peluche, à Hugo qui savait déjà que quelque chose clochait, à tous ces billets achetés avec le cœur. Puis j'ai répondu d'une voix plate, surprise. Les enfants et moi sommes venus te voir. Le visage de Claire est devenu livide. Elle a répété. Des enfants sont là? J'ai hoché la tête. Oui. Dans notre chambre, au bout du couloir. Ils t'attendent. Elle a posé une main sur sa bouche. Derrière elle, une voix masculine a demandé si tout allait bien. La porte s'est entr'ouverte un peu plus. Un homme est apparu. Chemise à moitié boutonnée, cheveux humides, regard confus. Il était plus jeune que moi, peut-être 44 ans, peut-être moins. Il a regardé Claire, puis moi. Il a demandé qui j'étais. Je n'ai pas crié. Je crois que c'est cela qui l'a effrayé. J'ai seulement dit que j'étais son mari. L'homme a reculé d'un pas. Il a regardé Claire comme si elle venait de lui mentir à lui aussi. Puis il a soufflé qu'il ne savait pas, qu'elle ne lui avait jamais dit, qu'elle n'avait jamais parlé d'un mari, ni d'enfant. Ces mots m'ont frappé plus fort que tout. Elle n'avait pas seulement trahi notre mariage, elle nous avait effacés. Moi, Hugo, Manon, toute notre vie. Claire a murmuré que ce n'était pas ce que je croyais. Mais il n'y avait plus rien à croire. Il y avait seulement une porte, un peignoir, un homme dans la chambre, et presque 20 ans de mensonges possibles qui me tombaient dessus d'un seul coup. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle a baissé les yeux, elle n'a pas répondu. Et dans ce silence-là, j'ai compris que la réponse était pire que ce que j'imaginais. Je me suis éloigné d'un pas. Je devais retourner vers mes enfants. Je devais ouvrir la porte de notre chambre. Je devais regarder Manon dans les yeux. Elle allait me demander si maman arrivait. Elle allait me demander si maman avait pleuré. Et moi, pour la première fois de ma vie, je ne savais plus comment être son père sans lui mentir. Claire a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Je lui ai dit de s'habiller, de venir dans 5 minutes. Puis je suis parti. Le couloir semblait interminable. Chaque pas me coûtait. Derrière la porte de notre chambre, j'entendais Manon rire devant la télévision. Ce rire m'a presque brisé. J'ai passé la carte devant la serrure. La lumière verte s'est allumée. J'ai inspiré. Puis je suis entré. Manon s'est retournée d'un bond. Elle a demandé « Alors papa, maman est contente ?» J'ai souri, un sourire qui m'a fait mal. Et j'ai compris que le pire moment de cette nuit ne venait pas d'arriver. Il commençait seulement. Manon était à genoux sur le lit. Elle avait posé son lapin à côté d'elle. La télévision éclairait son visage d'une lumière bleue. Hugo, lui, était assis près de la fenêtre. Il ne regardait pas l'écran, il me regardait moi. Et dans son silence, il y avait déjà une question. J'ai fermé la porte derrière moi, très doucement, comme si le moindre bruit pouvait faire tomber le peu de calme qu'il restait. Manon a répété sa question. Elle voulait savoir si sa mère était contente, si elle avait crié de surprise, si elle avait pleuré. Je me suis assis au bord du lit. J'ai pris une seconde, puis une autre. Je devais choisir les mots, mais aucun mot ne venait. Alors j'ai dit seulement que maman était très surprise, que vraiment elle ne s'y attendait pas. Manon a ri, elle a serré son lapin contre elle. Elle a dit qu'elle le savait, que les meilleures surprises étaient celles qu'on ne devinait jamais. Cette phrase m'a traversé comme une lame. Hugo a baissé les yeux. Il avait compris que quelque chose s'était passé. Il n'avait pas encore les détails, mais il savait. Il m'a demandé où était maman. J'ai répondu qu'elle allait venir, dans quelques minutes. Manon a sauté du lit pour regarder dans le miroir. Elle a replacé ses cheveux avec ses petites mains. Elle voulait être jolie quand sa mère entrerait. Moi, j'avais envie de sortir de cette chambre, de marcher seul dans la nuit, de respirer loin de ce couloir, loin de cette porte, loin de ce peignoir blanc. Mais je ne pouvais pas. J'étais leur père.
Et ce soir-là, être leur père voulait dire rester debout alors que tout s'écroulait à l'intérieur. On a frappé. Manon a couru avant que je puisse bouger. Elle a ouvert la porte. Claire se tenait dans le couloir. Elle avait changé de vêtements. Un pantalon noir, une chemise claire, les cheveux attachés, le maquillage refait. Elle avait repris le visage de la femme que je connaissais. Sauf que je venais de voir ce qu'il y avait derrière. Manon s'est jetée dans ses bras. Elle a crié maman. Un cri pur, un cri plein d'amour. Claire l'a serrée contre elle, très fort. Trop fort peut-être, comme si elle avait peur de la perdre déjà. Elle a murmuré ma chérie, ma petite Manon. Quelle surprise. Ses yeux ont cherché les miens au-dessus de l'épaule de notre fille. Il y avait une demande muette dans son regard. Ne dis rien, pas maintenant, pas devant elle. Hugo n'a pas bougé. Il a simplement dit bonsoir maman. Sa voix était plate. Claire s'est approchée de lui. Elle a essayé de l'embrasser sur le front. Il a tourné légèrement la tête. Pas assez pour faire une scène, juste assez pour qu'elle comprenne. J'ai vu la douleur passer sur son visage, puis la peur. Manon parlait sans s'arrêter. Elle racontait le train, le taxi, le hall de l'hôtel, la réception avec les grands fauteuils. Elle racontait tout avec cette joie qui rendait la situation presque insupportable. Claire souriait, elle hochait la tête. Elle répondait doucement, mais elle n'était pas vraiment là. Elle attendait le moment où elle pourrait me parler, et moi aussi. Après quelques minutes, Manon a demandé si nous allions dîner tous ensemble. Elle avait faim, elle voulait des frites, et peut-être un gâteau au chocolat. Claire a regardé sa montre. Ce geste m'a suffi. Avant même qu'elle parle, j'ai su ce qu'elle allait dire. Elle a expliqué qu'elle avait un dîner professionnel, un dîner très important, avec des clients. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'annuler. La bouche de Manon s'est ouverte, puis son sourire s'est effacé. Elle a demandé pourquoi. Elle a dit que nous étions venus pour elle, que ce n'était pas juste. Claire a fermé les yeux une seconde, puis elle a répondu qu'elle était désolée, qu'elle nous consacrerait toute la journée du lendemain, qu'elle promettait. J'ai laissé échapper un rire sec. Claire m'a regardé comme si je venais de la gifler. Je me suis raclé la gorge, j'ai dit que ce n'était rien. Mais Hugo m'a vu, encore. Il voyait tout. Claire m'a demandé si elle pouvait me parler dans le couloir. J'ai accepté. Je ne voulais pas, mais il fallait. Dans le couloir, elle a attendu que la porte soit presque fermée. Puis son visage s'est durci. Elle m'a demandé ce que je comptais faire. J'ai trouvé cette question incroyable. Ce que moi, je comptais faire. Comme si le problème venait maintenant de ma réaction. Je lui ai demandé si son dîner professionnel avait aussi un prénom. Elle a serré la mâchoire. Elle a dit que c'était vraiment un dîner avec des clients, que l'homme dans la chambre n'y serait pas, qu'elle avait besoin de ce contrat, que son équipe comptait sur elle. Je l'ai regardée longtemps. Je ne savais pas si j'avais plus mal à cause de sa trahison ou à cause de son sang-froid. Elle venait d'être découverte. Son mari était là. Ses enfants étaient là. Et elle parlait encore de contrat. Je lui ai dit que Manon avait passé la journée à imaginer ses larmes de joie, que Hugo avait fait semblant de ne pas être enthousiaste, mais qu'il avait préparé son sac avant même que je le lui demande, que nous avions traversé la moitié du pays pour elle. Claire a baissé la tête. Elle a murmuré qu'elle savait, qu'elle avait fait une erreur. Une erreur. Ce mot m'a presque fait perdre le contrôle. Je lui ai dit qu'oublier un rendez-vous était une erreur. Renverser du café était une erreur. Entrer dans une chambre avec un autre homme, mentir sur son mariage, faire disparaître ses enfants de sa vie, ce n'était pas une erreur, c'était une décision. Elle a pleuré, pas beaucoup, juste assez pour que les larmes brillent. Elle m'a demandé de ne rien dire aux enfants, pas ce soir, pas à Manon. Elle a dit qu'elle était trop petite, trop sensible, qu'il fallait protéger notre fille. Je lui ai répondu que Manon aurait dû être protégée avant la chambre, avant les mensonges, avant le sourire de façade. Claire a tenté de prendre ma main, je l'ai retirée. Ce geste a changé quelque chose entre nous. Pour la première fois, elle a compris que je n'étais pas seulement blessé, j'étais en train de m'éloigner. Elle m'a demandé une nuit, juste une nuit. Elle voulait aller à ce dîner, finir cette mission, puis parler le lendemain, décider calmement. Je n'ai pas répondu tout de suite. À travers la porte, j'entendais Manon demander à Hugo si maman allait revenir vite. J'entendais Hugo répondre qu'il ne savait pas. Sa voix était froide. Claire aussi l'a entendu. Elle a pâli. Elle m'a demandé si Hugo savait quelque chose. Je n'ai pas menti. Je lui ai dit qu'il n'était pas stupide,
que les enfants comprennent toujours plus qu'on ne le croit. Elle m'a accusé du regard, comme si j'avais déjà trahi un pacte. J'ai presque ri. Elle parlait de trahison sans oser prononcer le mot. Je lui ai dit d'aller à son dîner, puis j'ai ajouté que je ne savais pas ce que je dirais aux enfants, mais que je ne leur construirais pas une maison de mensonges pour sauver son image. Je suis rentré dans la chambre. Manon s'est tournée vers moi. Elle avait encore un peu d'espoir dans les yeux. Elle a demandé si maman venait manger. Je me suis assis près d'elle. J'ai dit que non, pas ce soir, qu'elle avait quelque chose d'important à terminer. Manon a baissé la tête. Elle a murmuré que son travail était toujours important, plus important que nous. Ces mots sont sortis doucement, mais ils ont rempli toute la pièce. Hugo a serré les poings. Claire n'était même pas là pour les entendre. J'ai pris Manon contre moi. Je lui ai dit que nous allions commander à manger, puis sortir voir les quais, les lumières, les bateaux sur la Saône. Elle a hésité, puis elle a accepté. Les enfants ont commandé des frites, des hamburgers et un fondant au chocolat. Moi, je n'ai presque rien mangé. Chaque bouchée avait le goût du carton. Plus tard, nous sommes sortis. L'air de Lyon était frais. La ville brillait sur l'eau. Manon marchait devant nous, émerveillée par les reflets des ponts. Elle retrouvait peu à peu sa joie. Les enfants ont cette force terrible. Ils peuvent souffrir et s'émerveiller dans la même heure. Hugo marchait à côté de moi, les mains dans les poches, le regard sombre. Pendant longtemps, il n'a rien dit. Puis, près d'un quai presque vide, il a parlé. Il m'a demandé si maman me trompait. Je me suis arrêté. Le mot était là, brutal, clair. Je n'étais pas prêt à l'entendre dans la bouche de mon fils. Je lui ai demandé pourquoi il disait ça. Il a haussé les épaules. Il a dit qu'il avait vu mon visage, qu'il avait vu celui de sa mère, qu'elle sentait le parfum et la panique, qu'elle ne voulait pas rester avec nous. Il a ajouté qu'elle était différente depuis des mois, toujours sur son téléphone, toujours ailleurs, toujours fatiguée quand elle rentrait, toujours impatiente quand on lui posait des questions. J'ai senti une honte immense me tomber dessus, pas parce que j'étais coupable, mais parce que mon fils avait remarqué ce que j'avais refusé de voir. J'ai regardé Manon. Elle courait quelques mètres devant nous, elle pointait un bateau illuminé, elle riait à nouveau. J'ai baissé la voix. J'ai dit à Hugo que j'avais trouvé sa mère avec un autre homme. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il a seulement fermé les yeux, comme quelqu'un qui reçoit enfin la confirmation d'une mauvaise intuition. Puis il a demandé ce qui allait se passer. J'ai répondu que je ne savais pas. C'était la vérité, la seule que je possédais encore. Il m'a demandé si nous allions divorcer. Le mot m'a fait mal, pas parce qu'il était impossible, parce qu'il était devenu possible. J'ai dit que je n'en savais rien, que tout venait d'arriver, que je devais réfléchir, que sa mère et moi devions parler, mais que lui et Manon ne perdraient jamais notre amour, jamais. Hugo a regardé l'eau, puis il a dit que si elle nous aimait vraiment, elle n'aurait pas fait ça. Je n'ai pas su quoi répondre, parce qu'une partie de moi pensait exactement la même chose. Manon nous a appelés. Elle voulait qu'on regarde un bateau couvert de petites lumières. Je me suis avancé vers elle. J'ai souri. J'ai fait semblant. Encore. Hugo est resté près de moi. Plus tard, quand Manon s'est éloignée pour observer une vitrine, il a murmuré qu'il ne fallait pas lui dire tout de suite. Il a dit qu'elle croyait encore que sa mère était parfaite. Je l'ai regardé. Mon fils de 16 ans essayait de protéger sa sœur, alors que son propre cœur venait de se fendre. Je lui ai promis que je ferais attention. Il a hoché la tête. Puis il s'est rapproché de moi. Pas vraiment une étreinte, pas vraiment, mais son épaule a touché la mienne, et ce contact m'a donné plus de force que tous les discours. Quand nous sommes revenus à l'hôtel, Manon dormait presque debout. Je la portais dans mes bras. Hugo marchait à côté de moi, silencieux. L'ascenseur s'est ouvert à notre étage, et Claire était là, devant notre porte, les bras croisés, le visage tendu. Elle a demandé où nous étions passés. Elle a dit qu'elle appelait depuis longtemps. Je lui ai répondu que nous étions sortis voir les quais, que mon téléphone était resté dans la chambre. Hugo est passé devant elle sans un mot. Il a ouvert la porte avec la carte. Claire l'a suivi des yeux. Puis elle m'a demandé d'une voix basse ce que je lui avais dit. Je l'ai regardé, je lui ai répondu la vérité. Son visage s'est défait, et à cet instant j'ai compris que la nuit n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Claire m'a regardé comme si je venais de commettre une faute impardonnable. Elle a répété que je lui avais dit la vérité. À Hugo, notre fils, celui qu'elle embrassait encore sur le front quand il acceptait de se laisser faire. Celui qui prétendait ne plus avoir besoin de nous, mais qui gardait encore les dessins de Manon dans un tiroir de son bureau.
J'ai répondu que oui. Il m'avait posé une question directe, je lui avais donné une réponse directe. Claire a porté une main à sa poitrine. Elle a murmuré que je n'aurais pas dû, que ce genre de choses se décidait à deux. Je l'ai regardée sans comprendre. À deux. Ces mots semblaient presque absurdes dans sa bouche. Je lui ai demandé si elle avait pensé à deux quand elle avait retiré son alliance. Elle a baissé les yeux vers sa main. Son doigt était nu. Je ne l'avais pas remarqué avant. Ou peut-être que mon esprit avait refusé de voir ce détail. Je lui ai demandé où elle était. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Alors j'ai insisté. Notre alliance, où est-elle, Claire? Elle a fermé les yeux. Elle a dit qu'elle l'avait laissée dans sa trousse de toilette, parce que selon elle, elle gonflait des doigts avec la chaleur. Je n'ai même pas eu la force de rire. Il faisait frais à Lyon, et elle mentait mal. Manon a remué dans mes bras. Sa petite voix encore pleine de sommeil a demandé pourquoi maman pleurait. Claire s'est figée. Moi aussi. Je lui ai caressé les cheveux. Je lui ai dit que maman était fatiguée, que la journée avait été longue. Cette phrase était presque vraie, mais elle cachait tout le reste. Et je détestais déjà ce que cette situation faisait de moi. Je suis entré dans la chambre avec Manon. Je l'ai posée doucement sur le lit. Elle s'est laissée faire, épuisée. Je l'ai aidé à retirer ses chaussures, puis son manteau. Claire est restée près de la porte, comme une invitée, comme quelqu'un qui ne savait plus si elle avait encore le droit d'entrer dans sa propre famille. Hugo était assis sur l'autre lit, les écouteurs sur les oreilles, mais je savais qu'il n'écoutait rien. Il voulait seulement éviter le regard de sa mère. Claire a essayé de lui parler. Elle a dit son prénom, doucement. Hugo n'a pas bougé. Elle l'a appelé encore. Il a retiré un écouteur. Il lui a demandé ce qu'elle voulait. Sa voix était froide, trop froide pour son âge. Claire a blêmi. Elle a dit qu'elle l'aimait. Hugo a répondu que ce n'était pas le moment. Puis il a remis son écouteur. Manon s'est endormie en quelques minutes, son lapin serré contre elle, sa bouche légèrement ouverte. Je suis resté près d'elle jusqu'à ce que sa respiration devienne régulière. Dans ce silence, j'ai senti ma colère changer. Elle n'était plus brûlante, elle devenait lourde, profonde, dangereusement calme. Claire m'a fait signe de sortir. Je l'ai suivie dans le couloir. Elle voulait parler dans sa chambre. J'ai hésité. L'idée même d'y retourner me donnait la nausée. Mais je devais entendre la vérité, ou ce qu'il en restait. Nous avons marché sans un mot jusqu'à la chambre 721. Elle a passé la carte, la porte s'est ouverte. La chambre était rangée, trop rangée. Le lit avait été refait, les serviettes changées, le verre sur la table nettoyé. Il ne restait presque aucune trace. Et pourtant je voyais tout. Je voyais ce que je n'avais pas vu. Je voyais le mensonge partout, sur le fauteuil, sur le tapis, sur les oreillers. Claire s'est assise au bord du lit. Moi, je suis resté debout près de la porte. Je lui ai dit de commencer. Pas avec des excuses, avec la vérité. Elle a inspiré profondément, puis elle a dit que l'homme s'appelait Romain Duval, qu'il travaillait pour un autre bureau du même cabinet, qu'ils s'étaient rencontrés à Bordeaux lors d'un séminaire. Elle a précisé que cela avait commencé par des messages, des plaisanteries, des confidences, des conversations tard le soir. Elle a dit que rien n'était prévu, que ce n'était pas dans son caractère, que cela lui était tombé dessus. Je l'ai arrêtée. Je lui ai dit que personne ne tombait dans une chambre d'hôtel par accident. Elle a serré les lèvres, puis elle a reconnu qu'elle avait choisi. Le mot est sorti difficilement. Choisi. Enfin. Je lui ai demandé combien de fois. Elle a murmuré que c'était la deuxième fois. J'ai gardé le silence. Elle a levé les yeux. Elle a compris que je ne la croyais pas. Alors elle a baissé la tête. Et elle a corrigé. 3 fois. Peut-être 4. Ce peut-être m'a donné envie de sortir. Je lui ai demandé ce qu'elle lui avait raconté sur nous, sur moi, sur les enfants. Claire a pleuré pour de vrai. Elle a dit qu'elle lui avait laissé croire qu'elle était séparée. Pas divorcée, séparée. Elle a dit que c'était plus simple. Plus simple. Encore un mot qui m'a blessé. Notre vie entière avait été réduite à une complication. Une chose qu'elle avait rangée dans un coin pour plaire à un autre homme. Je lui ai demandé si elle l'aimait. Elle a répondu non trop vite. Puis elle a répété non, plus bas, moins sûr. Je l'ai regardée. Je connaissais Claire depuis notre jeunesse. Je savais quand elle mentait. Je savais aussi quand elle ne comprenait pas elle-même ce qu'elle ressentait. Elle a dit que Romain la faisait se sentir vivante, désirable, libre. Elle a dit qu'à la maison,
Elle avait parfois l'impression de n'être qu'une mère, qu'une épouse, qu'un agenda, qu'une personne utile, pas une femme. Je lui ai demandé si elle avait essayé de me le dire. Elle n'a pas répondu. Parce que la réponse était non. Elle ne m'avait pas parlé. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre pour l'écouter. C'était plus facile, plus agréable, moins courageux. À cet instant, son téléphone a vibré sur la table. Elle a voulu l'attraper. Je l'ai regardée. Elle a arrêté son geste. Le nom est apparu sur l'écran. Romain. Le message disait qu'il attendait en bas, qu'il voulait savoir si elle allait bien, qu'il pouvait revenir si elle avait besoin de lui. Je ne sais pas ce qui m'a le plus détruit, le message ou le fait qu'elle n'ait pas éteint son téléphone. Je lui ai demandé s'il savait maintenant que j'étais son mari. Elle a hoché la tête. Je lui ai demandé s'il savait que nos enfants étaient dans l'hôtel. Elle a murmuré oui. J'ai ri, un rire sans joie. Alors il attendait en bas pendant que notre fille dormait dans une chambre au bout du couloir. Claire s'est levée. Elle a juré qu'elle n'irait pas le voir, qu'elle ne voulait plus de lui, qu'elle voulait sauver notre famille. Mais ces mots arrivaient trop tard. Il y a des phrases qui devraient être dites avant la faute. Après, elle ressemble à des tentatives de réparation avec du papier mouillé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait voulu aller à son dîner si tout était terminé. Elle a dit que le contrat était vital pour sa carrière, que son équipe comptait sur elle, que si elle disparaissait, les questions commenceraient. Je l'ai fixée. Les questions. Voilà ce qui lui faisait peur. Pas ma douleur, pas celle d'Hugo, pas celle de Manon. Les questions des autres, les regards, l'image, la façade. Je lui ai dit que demain matin, je rentrerai à Nantes avec les enfants. Elle a secoué la tête, elle a supplié. Elle voulait une journée, une seule, pour parler, pour expliquer, pour emmener Manon au parc de la Tête d'Or comme promis, pour faire semblant que nous étions encore une famille pendant quelques heures. Je lui ai répondu que Manon n'avait pas besoin d'un spectacle. Elle avait besoin de sécurité. Et ce soir-là, je ne savais plus si sa mère pouvait encore lui en offrir. Claire s'est effondrée sur le fauteuil. Elle a mis son visage dans ses mains. Pendant un instant, j'ai vu la femme que j'avais aimée. Pas la menteuse, pas l'inconnue. Claire, celle qui avait pleuré de joie à la naissance d'Hugo, celle qui chantait faux dans la voiture, celle qui s'endormait sur mon épaule le dimanche soir. Et cela m'a fait presque plus mal, parce qu'elle existait encore, quelque part, mais elle avait laissé une autre version d'elle-même détruire notre maison. Avant de partir, je me suis arrêté près de la porte. Je lui ai dit que si elle voulait une chance, même minuscule, elle devait commencer par dire toute la vérité, à moi, puis un jour aux enfants. Pas ce soir, pas dans la violence, mais sans mensonge. Elle a hoché la tête, elle a dit qu'elle ferait tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas répondu, car je ne savais pas encore si je voulais qu'elle fasse quelque chose. En rentrant dans notre chambre, Hugo était éveillé. Il m'attendait. Il a demandé si nous partions demain. J'ai dit oui, le premier train du matin. Il a fermé les yeux, soulagé. Puis il a murmuré que c'était mieux. Je me suis assis près de lui. Je lui ai dit que je regrettais qu'il ait dû entendre tout cela. Il a regardé Manon dormir. Puis il a dit que ce n'était pas moi qui avais cassé la famille. Ces mots ont trouvé un endroit en moi que je ne savais pas encore fragile. Je n'ai pas pleuré, pas devant lui, et j'en ai eu envie. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laisser un signe d'encouragement avec un j'aime. Votre soutien compte beaucoup. Il nous aide à continuer à raconter ces histoires avec respect, émotion et sincérité. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Hugo a fini par s'endormir vers l'aube. Manon a bougé plusieurs fois, cherchant sa mère dans ses rêves. Moi, je suis resté assis près de la fenêtre. Lyon était encore sombre. La ville dormait. Mais ma vie, elle, venait de se réveiller, dans un monde que je ne reconnaissais plus. Au matin, je n'avais pas l'impression de m'être réveillé. J'avais seulement arrêté de fixer la fenêtre. La lumière grise entrait dans la chambre. Hugo dormait encore, tourné vers le mur. Manon avait glissé une jambe hors de la couverture. Son lapin était tombé par terre. Je l'ai ramassé. Je l'ai posé contre elle. Puis j'ai préparé les sacs en silence. Chaque fermeture éclair me semblait trop bruyante, chaque geste trop définitif. Je voulais partir avant que Claire revienne. Je voulais éviter les scènes, les supplications, les explications devant Manon. Mais je savais que ce ne serait pas aussi simple. Claire a frappé à la porte au moment où je mettais mon manteau. Hugo s'est réveillé aussitôt. Il n'a rien dit. Il a seulement regardé la porte. Manon a ouvert les yeux. Elle a souri à moitié. Elle croyait encore que sa mère venait pour une promenade.
Je suis allé ouvrir. Claire était dans le couloir. Elle avait le visage pâle, pas maquillé, les yeux rouges. Elle tenait un sac en papier avec des viennoiseries, comme si un petit déjeuner pouvait réparer une nuit pareille. Elle a demandé si elle pouvait entrer. Je me suis écarté. Manon s'est redressée dans le lit. Elle a demandé si nous allions voir le grand parc avec les animaux. Claire a fermé les yeux. Je crois que cette question lui a fait plus mal que tous mes reproches. Elle s'est assise près de notre fille, elle lui a pris la main. Elle a dit qu'elle était désolée, que finalement nous devions rentrer à Nantes, que papa avait raison, que ce n'était pas le bon moment. Manon a regardé sa mère, puis moi. Elle ne comprenait pas. Elle a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Ces mots ont traversé la pièce comme un cri. Claire a fondu en larmes. Je me suis approché de Manon. Je lui ai pris le visage entre mes mains. Je lui ai dit que non, jamais, que rien de tout cela n'était de sa faute. Que parfois les adultes faisaient des choses compliquées, des choses tristes, mais que les enfants n'en étaient jamais responsables. Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle n'était pas rassurée. Les enfants entendent les mots, mais ils sentent surtout ce qu'on ne dit pas. Hugo s'est levé, il a pris son sac, il a dit qu'il voulait partir. Sa voix était sèche. Claire l'a regardé avec une douleur visible. Elle lui a demandé si elle pouvait lui parler 1 minute. Hugo a répondu non, pas maintenant, pas ici. Puis il est sorti dans le couloir. Manon a suivi lentement. Elle a pris la main de son frère. Ce geste m'a bouleversé. Elle était perdue, et c'est vers Hugo qu'elle s'est tournée, pas vers sa mère. Claire l'a vu aussi. Son visage s'est fermé, comme si quelque chose venait de se briser en elle. Nous sommes descendus ensemble jusqu'au hall. Personne ne parlait. La réceptionniste de la veille était là. Elle a reconnu mon visage. Elle a baissé les yeux. Je ne lui en voulais pas. Elle n'avait fait que dire une phrase de trop, ou peut-être une phrase nécessaire. Claire nous a accompagnés jusqu'à la gare. Dans le taxi, Manon était assise entre Hugo et moi. Claire était devant. Elle se retournait parfois, elle essayait de sourire, mais personne ne répondait vraiment. Arrivée à la gare, elle a voulu prendre Manon dans ses bras. Manon s'est laissée faire. Mais son étreinte était moins vive que la veille, comme si son corps avait compris avant son cœur. Claire lui a murmuré qu'elle l'aimait plus que tout. Manon a demandé quand elle rentrerait à la maison. Claire a regardé vers moi, je n'ai pas répondu à sa place. Elle a dit dans quelques jours, peut-être. Le peut-être a suffi. Manon a commencé à pleurer. Hugo a serré la main de sa sœur. Il lui a dit de venir, que le train allait partir. Claire a essayé de l'embrasser, il a tourné la tête. Cette fois, le geste était clair, il n'avait plus envie de faire semblant. Claire a murmuré son prénom. Hugo a répondu qu'il n'était pas prêt. Puis il est monté dans le train. Je suis resté face à Claire quelques secondes. Il y avait tant de choses à dire, tant de questions, tant de colère. Mais la gare était pleine, des enfants étaient derrière moi, et la fatigue me tenait debout à peine. Claire m'a demandé si je la détestais. J'ai répondu que je ne savais pas encore. C'était la vérité la plus honnête. Puis je suis monté à mon tour. Quand le train a quitté Lyon, Manon regardait par la fenêtre. Elle pleurait sans bruit. Hugo avait son bras autour de ses épaules. Je les ai regardés tous les deux, et j'ai compris que, quoi qu'il arrive entre Claire et moi, mon premier devoir n'était plus de sauver mon mariage, c'était de sauver ce qui pouvait encore l'être chez mes enfants. Le retour à Nantes a été silencieux, pas un silence paisible, un silence lourd. Manon a fini par s'endormir contre Hugo. Lui n'a pas dormi, il fixait le paysage. À un moment, il m'a demandé si maman allait revenir vivre avec nous. J'ai dit que je ne savais pas. Il a demandé si je voulais qu'elle revienne. Cette fois, je n'ai pas répondu tout de suite, parce que la réponse changeait à chaque minute. Une partie de moi voulait retrouver la vie d'avant, la cuisine, les dimanches, les disputes ordinaires, les projets d'été. Une autre partie savait déjà que cette vie n'existait plus, même si Claire revenait, même si elle pleurait, même si elle promettait. La porte de la chambre 721 resterait toujours quelque part entre nous. Je lui ai dit que je devais réfléchir. Il a hoché la tête, puis il a murmuré que lui aussi. À la maison, tout semblait identique. Les manteaux à l'entrée, les chaussures de Manon près de l'escalier, une tasse oubliée dans l'évier, le courrier sur la table. Mais rien n'était pareil. La maison avait l'air d'un décor après le départ des acteurs. Manon est montée directement dans sa chambre. Hugo a posé son sac dans l'entrée.
Puis il m'a demandé s'il pouvait rester seul un moment. J'ai dit oui. Je l'ai regardé monter l'escalier. Ses épaules étaient droites, trop droites, comme s'il refusait de laisser voir le poids qu'il portait. Je suis resté dans la cuisine. J'ai posé les mains sur le plan de travail, et enfin, j'ai pleuré. Pas longtemps, pas bruyamment, mais assez pour comprendre que j'avais tenu jusque-là seulement parce que les enfants me regardaient. Le soir même, Claire a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message, puis un autre. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle avait coupé tout contact avec Romain, qu'elle voulait rentrer, qu'elle voulait parler. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas agir sous la colère. Mais je ne voulais plus non plus être l'homme qui attend pendant qu'on le trompe. Le lendemain, un message est arrivé d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert sans réfléchir. C'était Romain. Il disait qu'il était désolé, qu'il n'avait pas su la vérité, qu'il pensait que Claire était séparée. Puis il a ajouté une phrase qui m'a glacé. Il disait que je devais savoir qu'elle avait parlé d'un appartement à Lyon. Un appartement pour elle. Pas seulement une aventure, pas seulement quelques nuits, un projet. J'ai relu le message plusieurs fois, mes mains tremblaient. Puis une image est arrivée, une capture d'écran, une conversation entre eux. Claire y écrivait qu'elle étouffait à Nantes, qu'elle voulait une nouvelle vie, qu'elle ne savait pas encore comment l'annoncer aux enfants, et surtout qu'elle attendait le bon moment, le bon moment. J'ai posé le téléphone sur la table, la pièce a tourné autour de moi. Jusqu'à cet instant, malgré tout, une petite partie de moi voulait croire à la faiblesse, à la crise, à l'erreur devenue mensonge. Mais ce message disait autre chose. Claire n'avait pas seulement trébuché, elle préparait peut-être une sortie, sans moi, peut-être même sans les enfants au début. Quand elle a rappelé 1 heure plus tard, j'ai répondu. Sa voix était cassée. Elle m'a demandé si j'avais reçu un message de Romain. J'ai compris qu'elle savait. Je lui ai demandé si c'était vrai. L'appartement, la nouvelle vie, le bon moment. Elle a d'abord dit que c'était compliqué, puis elle a dit qu'elle avait été perdue, puis elle a dit qu'elle ne pensait pas vraiment partir. Je l'ai interrompue. Je lui ai demandé de ne plus décorer ses mensonges avec des mots doux. Cette fois, je voulais seulement des faits. Elle a pleuré. Elle a reconnu qu'elle avait visité un appartement. Une fois. Avec Romain. Elle a dit qu'elle avait paniqué ensuite, qu'elle n'avait pas signé, qu'elle n'avait pas osé, qu'elle avait compris qu'elle ne pouvait pas abandonner sa famille. Je lui ai demandé si elle avait compris avant ou après que nous soyons arrivés à Lyon. Elle n'a pas répondu. Son silence m'a suffi. Le soir, j'ai demandé à ma sœur Élise de venir. Elle habitait à 20 minutes. Je ne lui avais encore rien dit. Quand elle est arrivée, elle a compris à mon visage que quelque chose de grave s'était produit. Je lui ai raconté. Pas tout, pas les détails inutiles, mais assez. Elle a pâli, puis elle m'a pris dans ses bras. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me tenait comme si moi aussi j'avais le droit de m'effondrer. Hugo est descendu au milieu de la conversation. Il a vu sa tante. Il a compris que le secret commençait à sortir de notre maison. Il n'a rien dit. Il s'est assis près de moi. Manon est descendue ensuite. Elle avait les yeux gonflés. Elle a demandé si maman allait dormir ici ce soir. Élise a regardé vers moi, Hugo aussi. Je me suis agenouillé devant Manon. Je lui ai dit que non, pas ce soir, que maman resterait ailleurs quelques jours, que nous avions besoin de calme. Manon a demandé si nous étions encore une famille. J'ai senti mon cœur se fissurer une fois de plus. Je lui ai répondu que oui, toujours. Mais que notre famille allait peut-être changer de forme. Elle a réfléchi. Puis elle a demandé si une famille pouvait se casser. Je lui ai dit qu'une famille pouvait être blessée, très blessée, mais que les gens qui aiment les enfants doivent apprendre à ne pas les laisser seuls au milieu des morceaux. Elle a posé sa tête contre mon épaule et elle a pleuré. Cette nuit-là, nous avons dormi tous les trois dans le salon, Manon sur le canapé, Hugo dans un fauteuil, moi sur un matelas posé au sol. Élise est restée jusqu'à tard. Avant de partir, elle m'a dit une chose simple. Elle m'a dit de ne pas confondre pardon et retour en arrière. On peut pardonner un jour, mais on ne peut pas toujours revenir à l'endroit où tout a brûlé. Je n'ai pas répondu, mais ces mots sont restés avec moi. Le lendemain matin, Claire est rentrée à Nantes. Elle m'a envoyé un message depuis la gare. Elle voulait voir les enfants. Elle disait qu'elle ne partirait pas tant que je ne lui ouvrirais pas la porte. J'ai regardé Hugo, puis Manon, puis la maison autour de nous, la maison qui avait été la nôtre. Et j'ai compris qu'une autre porte allait bientôt s'ouvrir, pas celle d'un hôtel cette fois,
la nôtre. Mais derrière cette porte aussi, il y aurait une vérité impossible à éviter. Claire est arrivée devant la maison en fin de matinée. Je l'ai vue par la fenêtre du salon. Elle portait le même manteau que le jour de son départ pour Lyon. Un détail banal, mais il m'a frappé. Elle était partie avec ce manteau comme une femme pressée par son travail. Elle revenait avec ce même manteau comme une étrangère devant sa propre porte. Manon était assise sur le canapé. Elle tenait son lapin contre elle. Hugo était debout près de l'escalier. Il regardait dehors sans bouger. Personne n'a demandé si j'allais ouvrir. Tout le monde savait que je le ferais. J'ai ouvert la porte. Claire avait les yeux rouges. Elle semblait avoir vieilli en une nuit. Elle a dit bonjour. Sa voix tremblait. Je me suis écarté. Elle est entrée lentement, comme si chaque pas demandait une permission. Manon s'est levée, elle n'a pas couru, elle n'a pas crié maman. Elle s'est approchée doucement. Claire s'est agenouillée devant elle, elle a ouvert les bras. Manon a hésité, puis elle s'est laissée serrer. Claire a pleuré dans ses cheveux. Elle a murmuré pardon, encore et encore. Manon a demandé pourquoi elle disait pardon. Le silence a rempli la pièce. J'ai vu Claire chercher mes yeux. Cette fois, je ne l'ai pas aidée. Elle devait trouver ses mots. Elle devait porter une partie de ce qu'elle avait créé. Claire a pris une respiration. Elle a dit qu'elle avait fait beaucoup de mal à papa, qu'elle avait menti, qu'elle avait pris de mauvaises décisions. Elle a dit que ce n'était pas la faute de Manon, ni celle d'Hugo, jamais. Manon a demandé si elle nous aimait encore. Claire a répondu oui tout de suite, trop vite peut-être. Puis elle a répété plus doucement, oui, plus que tout. Hugo a croisé les bras. Il n'avait pas encore parlé. Claire s'est tournée vers lui. Elle lui a demandé si elle pouvait lui expliquer. Hugo a répondu qu'il ne voulait pas d'explication jolie. Il voulait la vérité. Claire a baissé la tête. Elle a dit qu'elle avait trompé la confiance de notre famille. Elle n'a pas donné de détails, et c'était mieux ainsi. Mais elle n'a pas menti, pas cette fois. Hugo a demandé si elle comptait partir vivre ailleurs. Claire a fermé les yeux. Je savais que cette question viendrait. Elle a reconnu qu'elle y avait pensé, qu'elle avait visité un appartement, qu'elle s'était imaginé une autre vie. Puis elle a ajouté qu'elle avait eu peur d'elle-même, qu'elle avait compris trop tard que rêver d'une fuite n'effaçait pas les responsabilités. Hugo a ri sans joie. Il lui a dit que ce n'était pas une peur, c'était une trahison. Claire n'a pas protesté. Elle a seulement dit oui. Ce oui a été le premier mot honnête de la matinée. Nous avons parlé longtemps. Pas comme une famille qui se répare, comme des survivants qui regardent des dégâts. Manon pleurait parfois. Hugo sortait de la pièce puis revenait. Claire voulait tout arranger vite. Elle parlait de thérapie, de pause, de voyage en famille, de nouvelles règles, de transparence totale. Je l'écoutais, mais une phrase de ma sœur revenait sans cesse. Ne pas confondre pardon et retour en arrière. À la fin, je lui ai dit qu'elle ne dormirait pas à la maison, pas pour l'instant. Les enfants avaient besoin de calme, moi aussi. Claire a accepté. Je crois qu'elle espérait que je change d'avis. Je n'ai pas changé. Elle a pris quelques affaires. Dans la chambre, elle s'est arrêtée devant notre lit. Je l'ai vue poser la main sur la couverture, comme si elle touchait un souvenir. Elle m'a demandé si tout était vraiment terminé. Je lui ai répondu que je ne savais pas, mais que quelque chose était terminé, oui. La confiance simple, la paix naïve. La certitude que notre histoire nous protégerait de tout. Tout cela était terminé. Les semaines suivantes ont été étranges. Claire a loué un petit appartement près du centre de Nantes, pas loin des enfants, assez loin de moi. Elle venait les voir plusieurs fois par semaine. Au début, Manon courait vers elle. Puis elle pleurait quand Claire repartait. Ensuite, elle s'est habituée. Ce mot me faisait mal. Un enfant ne devrait pas devoir s'habituer à la fracture de sa maison. Hugo restait distant. Il répondait poliment, rien de plus. Claire essayait. Elle envoyait des messages. Elle proposait des sorties. Elle venait au match de Hugo, au spectacle de Manon. Mais il y avait toujours une vitre invisible entre elle et nous. Nous avons commencé une thérapie familiale. Puis Claire et moi avons eu des séances séparées. Elle a reconnu beaucoup de choses. Son besoin de plaire, sa peur de vieillir, son obsession de réussir, sa manière de fuir les conversations difficiles. Moi aussi, j'ai regardé mes propres failles. J'avais parfois été absent, trop pris par la maison, par les enfants, par les factures, par la routine. Mais comprendre nos faiblesses ne changeait pas les faits. La solitude n'autorise pas le mensonge. Le manque d'attention n'excuse pas une double vie.
Un soir, 3 mois après Lyon, Claire m'a demandé de dîner avec elle, sans les enfants. J'ai accepté. Nous sommes allés dans un petit restaurant près de l'Erdre, un endroit où nous allions autrefois. Elle avait apporté son alliance. Elle l'a posée sur la table entre nous. Elle a dit qu'elle voulait la remettre, qu'elle voulait rentrer, qu'elle était prête à tout. J'ai regardé l'alliance. Je me suis souvenu du jour où je l'avais glissée à son doigt. Je me suis souvenu de nos promesses, de notre jeunesse, de la maternité, des vacances, des disputes, des réconciliations. Puis j'ai pensé à la chambre de Lyon, à la porte, au peignoir, au nom de Romain sur son téléphone, et j'ai compris. Je pouvais peut-être lui pardonner un jour, mais je ne pouvais pas redevenir l'homme qui ne savait pas. Je lui ai dit que je demandais la séparation définitive. Claire n'a pas crié, elle n'a pas tenté de me convaincre. Elle a pleuré en silence, puis elle a hoché la tête, comme si une partie d'elle s'y attendait depuis longtemps. Les papiers ont été signés quelques mois plus tard. Ce ne fut pas une victoire. Il n'y a pas de victoire quand une famille change de forme dans la douleur. Il y a seulement des jours où l'on respire un peu mieux, puis d'autres où un souvenir vous arrête au milieu d'une pièce. Manon a fini par poser moins de questions. Elle a compris avec ses mots d'enfant que maman et papa l'aimaient toujours, mais qu'ils ne vivraient plus ensemble. Hugo a mis plus de temps. Un soir, il est venu me voir dans la cuisine. Il m'a dit qu'il était encore en colère contre sa mère, mais qu'il ne voulait pas la détester toute sa vie. Je lui ai répondu que c'était déjà une preuve de maturité. Il a haussé les épaules. Puis il m'a serré dans ses bras, pour de vrai, sans faire semblant. J'ai fermé les yeux et j'ai su que nous avancions. Pas vite, pas sans cicatrice, mais nous avancions. 1 an plus tard, je suis retourné à Lyon pour mon travail. Je suis passé près du même hôtel. Je me suis arrêté de l'autre côté de la rue. La porte tournante brillait sous la lumière du matin. Des voyageurs entraient, d'autres sortaient. Pour eux, ce n'était qu'un hôtel. Pour moi, c'était l'endroit où une vie s'était terminée et où une autre avait commencé. Je n'ai pas traversé, je n'en avais plus besoin. J'ai seulement regardé quelques secondes, puis je suis reparti. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette histoire parle seulement d'infidélité. Je crois qu'elle parle aussi de vérité, de ces moments où l'on découvre que l'amour ne suffit pas toujours, qu'une famille peut survivre à une blessure, mais pas à un mensonge entretenu. Qu'un parent doit parfois rester debout, même quand son cœur est à genoux. Claire fait encore partie de nos vies. Elle est la mère de mes enfants. Je ne lui enlèverai jamais cela. Mais elle n'est plus mon refuge. Et moi, je ne suis plus l'homme qui confond silence et paix. Si vous avez vécu une histoire semblable, vous savez que les mots sont parfois difficiles à trouver. Alors partagez ce que vous ressentez en commentaire. Et si vous n'avez rien à ajouter, ou si les mots ne viennent pas, notre équipe sera très touchée de voir même un simple merci dans les commentaires. Parfois, un seul mot suffit pour rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul.